Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Je remercie celles et ceux de nos auditeurs qui ont répondu à mon appel en profitant du mois pendant lequel il y a des exemptions d'impôts dans l'air pour contribuer à notre financement. Puissent-elles et puissent-ils continuer, et surtout continuer, et en plus, je dirais, continuer à être imités. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Que font les clowns au pouvoir ?» Il est ainsi chapeauté. Pour célébrer ses 80 ans, Donald Trump a promis au monde une fête géante. Le spectacle et la clownerie ne sont-ils pas des ressorts fondamentaux du pouvoir de l'Américain et de ses émules, de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson au président argentin Javier Milei? Dans ce numéro du 1 Hebdo, nous avons décidé de prendre leur bouffonnerie au sérieux et de décrypter les dessous de cette stratégie. Mercredi, nous mettrons en ligne le premier de 3 enregistrements avec Patrice de Montcamp, historien et économiste que vous avez entendu à propos de la propriété immobilière, spécialiste des passages couverts de Paris, longtemps abandonnés, et redevenu aujourd'hui un must pour beaucoup de Parisiens et de touristes. Galerie Vérodona, passage Choiseul, Galerie Vivienne, passage du Grand Cerf, passage des Panoramas, passage Jouffroy et passage Verdot, mais aussi des passages encore délaissés comme le passage du Caire ou le passage du Ponceau. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et que vous recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. J'en viens au premier des 2 sujets que nous avons retenus, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il a choisi le 7 juin Saint-Denis pour donner le coup d'envoi de sa 4e candidature à l'élection présidentielle, entre la basilique où furent sacrés quelques-uns des premiers souverains du royaume et en face de l'hôtel de ville, conquis par le candidat LFI Bali Bagayoko, originaire du Mali, dès le premier jour des élections municipales il y a 3 mois. Jadis universaliste et jacobin, Jean-Luc Mélenchon a approfondi une mue politique engagée depuis plusieurs années, faire de la Nouvelle-France le cœur de son projet et de sa coalition électorale. La France de 2026 n'est plus celle de 1958, la société a changé dans sa composition, dans la place qui occupe les femmes, dans son niveau d'éducation, dans ses structures familiales, dans son rapport au travail, comme à l'autorité. Le slogan « On est chez nous », traditionnellement associé au Rassemblement national, a été repris par la foule nombreuse des militants et sympathisants LFI pour signifier non l'exclusion, mais l'appartenance commune à la République. Le rassemblement de Saint-Denis a montré un visage plus maîtrisé du leader insoumis, préférant la démonstration intellectuelle à la polémique permanente, le récit politique à l'invective. Jean-Luc Mélenchon s'est posé en rassembleur apaisé et leader à gauche. Sourire, discours resserré, dérapage évité, remisant ses provocations pour renfiler son costume de républicain. Bref, le candidat des Insoumis à la présidentielle s'est contenté de lire son discours et d'égrener ses fondamentaux politiques, SMIC à 1 700 €, retraite à 60 ans, sécurité sociale gérée par ses cotisants, règles du chacun selon ses besoins. Promettant de déclencher une révolution citoyenne, de confier le pouvoir au peuple, de restreindre la propriété privée, de taxer les riches pour une meilleure répartition des richesses entre le capital et le travail, il vise à mettre en œuvre un projet qu'il définit lui-même comme collectiviste. S'il est élu, la France quittera l'OTAN, recherchera un accord avec la Russie et s'affranchira des règles européennes si elles l'entravent. Nous décréterons un moratoire sur toutes les directives contraires au mandat que nous aurons donné que nous aura donné notre peuple, a-t-il annoncé. Plutôt que de sortir de l'Union européenne, il propose une Europe débarrassée du libéralisme. Se posant en unique pôle politique clair à gauche, écrasant les socialistes et les verts qui s'enferment dans des débats internes illisibles, l'insoumis se place comme la seule alternative au RN. Âgé de 74 ans, le tribun, bien que rejeté par 69% de l'opinion selon le baromètre mensuel Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, voit sa popularité grandir au sein de l'électorat de gauche avec 49% d'adhésion,
Toutefois, si 58% des 18-24 ans ont une opinion favorable de Jean-Luc Mélenchon, le chiffre chute à 14% pour les 50-64 ans sur cette question. Marc-Olivier Padis. Il est intéressant de s'arrêter sur ce lancement de campagne qui a été considéré généralement comme réussi et qui réserve malgré tout aussi quelques surprises et quelques non-dits. Alors d'abord, une description de ce meeting avec un déroulement bien organisé, une équipe mise en avant, en ordre, disciplinée. Une foule nombreuse avec lequel l'orateur sait jouer de façon assez malicieuse, et puis un lieu symbolique, vous l'avez dit, la basilique de Saint-Denis. D'ailleurs, c'était intéressant, d'abord présenté par un premier orateur dans une sorte d'opposition idéologique entre les rois morts du passé et le peuple vivant, mais récupéré de façon plus positive dans le discours de Jean-Luc Mélenchon lui-même, en deux temps. D'abord, pour rappeler que le principe monarchique est supérieur à la personne du roi, et donc passer de là à une réflexion sur la souveraineté populaire qui domine toujours le représentant momentané, et donc suivez mon regard vers l'Élysée. Et après cette leçon historico-politique, si l'on veut, une leçon plutôt architecturale, symbolique, où Jean-Luc Mélenchon fait de la basilique de Saint-Denis un exemple de prouesse technologique de son temps, dans un éloge du progrès et des réussites techniques mises au service d'un projet idéologique qui fait aussi partie de sa synthèse idéologique assez particulière. Euh, D'un point de vue rhétorique, on trouve rapidement ses marques en fait dans ce discours. On voit qu'il est très bien construit, un peu à l'ancienne, avec une entrée en matière qui pose le cadre, d'abord spatial et temporel. Où sommes-nous? Pourquoi? Pourquoi la basilique de Saint-Denis, la place Victor Hugo? Ensuite, replacer ce moment dans l'histoire longue. Tout ça est très scolaire, mais bien fait. Ensuite, comme dans les topos de formation trotskiste, le contexte géopolitique, l'international, la guerre, les puissances. Ensuite, le portrait de la France. Alors, sous Macron, la France en ruine. Et puis, à partir de là, quelques mesures programmatiques qui commencent à être égrenées. Ensuite, on reprend du recul, on parle de l'écologie, de changement de civilisation, des mœurs, des comportements, de la technique. Et puis, enfin, le cœur du message politique, comme vous l'avez dit, cette réflexion sur la Nouvelle-France. Et à la fin, l'envoi, en deux temps. Nous avons gagné la primaire et la campagne commence. Donc ce qui est frappant dans cette rhétorique, c'est la capacité à articuler le micro et le macro, de passer sans cesse de la réalité vécue par une partie de la population, et puis des perspectives longues qui offrent tout d'un coup des échappées dans cette analyse politico-sociologique. Ce que je trouve frappant aussi, c'est tout de même sa capacité à s'adresser à un électorat négligé par les autres forces politiques. Une part de la population à laquelle personne ne s'adresse. On se souvient qu'en 2017, Emmanuel Macron avait eu des discours contre la relégation qui visaient justement des électeurs des zones urbaines prioritaires, du logement social, etc., qui est quelque chose qui a été trop abandonné. Et finalement, parmi les forces politiques françaises, on n'entend guère que Jean-Luc Mélenchon parler de la diversité, des musulmans, des outre-mer. Mais cette évocation est toujours reliée à l'invocation du peuple de gauche, des forces laborieuses, du travail. Et donc, il y a une capacité aussi rhétorique à dépasser les contradictions, à associer des choses comme ça dans un discours à peu près cohérent, qui tient néanmoins à une montée en généralité, qui gomme les aspérités, qui donne une impression de maîtrise et de hauteur de vue. Par exemple, c'est frappant que la technique est aussi bien condamnée quand c'est l'innovation liée au capitalisme, et célébrée quand on parle, par exemple, de la puissance de la France, enfin, de la France comme une puissance spatiale, comme une grande puissance maritime, quand on veut mettre le paquet sur l'ordinateur quantique, par exemple. Donc, il y a quelque chose sur, disons, une histoire du progrès qui reste qui reste centrale dans cette représentation politique.
Alors, dans les éléments de programme, on voit aussi on résout les contradictions en désignant des cibles, les géants américains de la technique, les milliardaires, l'Europe, les médias, surtout les médias possédés par les super riches. Alors j'ai dit, il y a quelques surprises, je trouve, enfin par rapport aux représentations que j'avais. D'abord, il y a cette question de la sixième République. Il était question pendant très longtemps, enfin dans les précédents programmes de Jean-Luc Mélenchon, d'une assemblée constituante qui devait définir les nouveaux équilibres institutionnels de cette sixième République. Et là, on n'entend plus parler de constituante, hein. Le projet est ficelé, il est déjà proposé, il est détaillé. On parle d'autonomie locale pour les outre-mer, même d'indépendance pour un certain nombre de territoires, y compris peut-être pour la Corse, qui possède apparemment un peuple corse autonome ou aspirant à l'autonomie. Donc ça, c'est des choses un peu nouvelles qui n'ont pas été présentées jusqu'à présent. Donc on a une synthèse idéologique complexe, à la fois anticapitaliste et collectiviste, anti-impérialiste et décoloniale, écologiste, féministe, pro-palestinienne, antifasciste, avec une part de futurisme technologique, des reprises d'éléments d'une histoire classique de la gauche révolutionnaire. Et donc, ce qui est étonnant, c'est cette capacité à faire tenir tous ces éléments ensemble dans un mouvement rhétorique qui arrive à marquer l'auditoire. Alors, je finis en soulignant juste plusieurs non-dits. D'abord, le programme est présenté dans sa version soft, et donc tout n'est pas complètement explicité. Certaines mesures iront beaucoup plus loin que ce qui est dit dans ce discours. Par exemple, vous l'avez signalé, la sortie de l'OTAN implique des conséquences quand même majeures d'un point de vue géopolitique. Le moratoire, entre guillemets, sur les mesures européennes incompatibles avec le programme insoumis est en fait un plan de stratégie de rupture avec l'Europe. On ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Et puis le programme économique promet des mesures dans tous les sens, des nationalisations, des collectivisations, des augmentations du SMIC, des minima sociaux. Et tout ça n'est pas financé, n'est pas détaillé, n'est pas crédible. Et puis, il y a un dernier point, un dernier non-dit, c'est la stratégie politique. Il s'agit d'être présent au deuxième tour, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on ne sait pas. Mathias Fekl. J'avais l'impression que Marc-Olivier était en train de devenir presque mélenchoniste, mais la fin de la présentation prouve le contraire. Non, je plaisante. Plus sérieusement, je partage l'idée que c'est plutôt un meeting réussi. Il y a clairement du savoir-faire, même si les symboles sont peut-être un peu lourds, un peu évidents, un peu massifs. Mais enfin, ça fonctionne quand même. Et au fond, il pourrait presque ouvrir une agence événementielle. Alors, au-delà de ça, il y a quand même la capacité, je crois, à jouer avec l'histoire du pays, avec la culture, et à essayer de se réapproprier un certain nombre de symboles qui étaient passés ailleurs. Ce « on est chez nous » était quand même assez puissant, je pense, tant il a été accaparé tout au long des dernières années. Après, il ne faut pas être dupe. Moi, je pense qu'il y a 4 problèmes fondamentaux en réalité avec Jean-Luc Mélenchon, au-delà peut-être d'aspects tenant à sa propre personne, mais des problèmes politiques. Il y a d'abord la question de l'antisémitisme, et qui est prégnante, avec, appelons-le poliment, l'ambiguïté. Mais l'ambiguïté en la matière est déjà coupable. Et dans le contexte actuel, je trouve qu'on joue avec le feu, et lui, il l'a encore fait récemment en jouant sur des noms de personnalités juives, en les prononçant mal. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui sont, je crois, extrêmement dangereuses à un moment où notre pays connaît une résurgence importante de l'antisémitisme. La deuxième question, c'est la brutalisation permanente du débat public à laquelle il procède. Alors c'est vrai que là, à Saint-Denis, c'était pas tellement la tonalité du discours, mais lui, son mouvement sont en permanence en train de taper sur tout ce qui divise, sur tout ce qui fait mal, de faire du bruit, de faire de la fureur. C'est d'ailleurs revendiqué comme tel, comme principe d'action, à un moment donné où je pense que notre pays et notre société auraient plutôt besoin qu'on baisse un peu le volume et qu'on aille sur les défis fondamentaux qui se posent à la France, mais qu'on le fasse avec plus de sérénité, peut-être aussi plus de rationalité. Le troisième problème qui est lié, c'est son rapport à la démocratie.
Alors, il prône une révolution démocratique, mais il suffit de voir la pratique de son propre parti politique qui est en fait dévoué à sa personne, plus encore qu'à sa cause, pour au moins avoir des doutes sur sa capacité à rénover notre démocratie, qui par ailleurs en a besoin. Il a montré, je crois, un rapport problématique avec les contre-pouvoirs. La justice, c'est moi, la République, c'est moi. C'est pas des choses qu'on a envie d'entendre dans la tête d'une personnalité qui prétend au tout premier rôle. Et puis le quatrième et dernier point, c'est l'orientation internationale, qui, je pense, sera déterminante dans la campagne présidentielle à venir, au vu du contexte anxiogène et objectivement dramatique que nous connaissons. C'est une orientation qui est, je pense, clairement pro-russe, qui est aussi clairement anti-européenne. Alors, à l'époque, il voulait remplacer l'Union européenne par une alliance bolivarienne, dont on ne voit pas très bien à quoi elle aurait pu ressembler concrètement, mais on voit bien que, malgré toutes les imperfections de l'Union européenne actuelle, que serait notre pays sans cet ancrage européen fort, sans, par ailleurs, pour notre économie, l'ancrage à l'euro. Et donc, tout cela est très problématique. J'ajoute un tout dernier point, plus politique, c'est que l'élection l'année prochaine, je pense, sera surdéterminée par le deuxième tour. Je m'explique. Il y aura vraisemblablement, on est un an avant, rien ne se passe jamais comme prévu, mais si se confirme l'idée que le RN de toute façon est au deuxième tour, il y aura la question dans l'électorat, ceux qui veulent la victoire du RN, le problème tranché, les autres, qui peut le battre ? Et là, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est quand même que vraisemblablement Jean-Luc Mélenchon est le moins bien placé, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir le faire, et que c'est en l'état de toutes les enquêtes d'opinion, celui qui est à peu près certain de se faire battre, quel que soit le candidat du RN en face de lui. Sur ce point-là, on sera fixé le 7 juillet. Je note que Matthias Fekl ne semble pas accorder une grande puissance de feu aux Lucioles, dont Olivier Faure s'est fait le chantre, et au mouvement des Lucioles, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il a créé pour à la fois se dresser contre l'extrême droite et dépasser Jean-Luc Mélenchon, donc dans ce mouvement qui est Nous, c'est vous. Oui, Mathias. Non, simplement sur les Lucioles, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que de la capacité du centre-gauche et du centre-droit à être crédible, à dégager une candidature respectivement forte, et derrière à avoir à la fois un programme sérieux, mais aussi un peu de force symbolique et un peu de dynamique, dépendra quand même une bonne partie de l'issue de la présidentielle. C'est sûr que si la division est présente partout, dans ce cas-là, le deuxième tour avec deux forces extrêmes est quand même assez envisageable. François Bujon de l'Étang. Mélenchon est un homme qui nous a habitués à nous choquer, à nous surprendre parfois, mais dans son début de campagne, au contraire, il donne l'impression d'une très grande aisance et de retrouver une activité à laquelle il est déjà très rompu. C'est d'ailleurs, il faut le souligner, il est le premier candidat à s'être vraiment déclaré. Il s'est déclaré dès le mois de mai, au début du mois de mai. Il est le premier à faire des meetings de campagne, comme les autres finiront par en faire dans quelques mois, mais il est parti très très tôt, ce qui en soi est une tactique intéressante, mais très risquée, parce que quand on se lance très très tôt dans une campagne, on est une cible également très très tôt. Donc moi, c'est la première chose qui me frappe. C'est sa 4e candidature. Mon Dieu, il connaît bien le paysage, il connaît bien les protagonistes. Et la France est déjà très habituée à Mélenchon. Mais alors, il est parti d'un bon pas, comme il enfilait cette campagne comme des vieilles pantoufles, avec beaucoup de satisfaction. Premier meeting à Saint-Denis, très réussi, parce que le lieu, comme l'a dit Marc-Olivier, est évidemment emblématique, riche en contraste avec le programme, bien entendu, du leader minimaux, comme l'appellent certains. Il est parti d'un bon pas quand même, surfant d'ailleurs un peu sur l'héritage des municipales, qui ont été plutôt favorables au parti de Jean-Luc Mélenchon, avec M. Bali Bagayoko comme maire de Saint-Denis.
et seul en campagne, au fond, pendant que les autres leaders de la gauche sont empêtrés dans leurs querelles et dans leurs débats existentiels sur leur point de savoir s'il faut une primaire ou s'il n'en faut pas. Lui, il déroule, tout simplement, très tranquille, très content, et en déclarant d'ailleurs candidement que la primaire est déjà gagnée, bien entendu, puisqu'il est là et puisqu'il est en campagne. Alors c'est intéressant parce que, au fond, ce qu'il montre pour l'instant, c'est une espèce de mélange de continuité et d'innovation. La continuité, elle est évidente puisqu'il est pour la quatrième fois candidat et qu'il a déjà fait 3 campagnes et subi 3 échecs. Donc, il a pu en tirer quelques leçons, mais la tonalité révolutionnaire, les accents marxistes ou trotskistes qu'on retrouve régulièrement, le facteur identitaire qu'il met volontiers en avant, on retrouve en creux beaucoup des choses qu'il avait débattues avec Éric Zemmour dans la campagne précédente, rappelez-vous. Et son cocktail inédit de lutte des classes à l'ancienne et d'une théorie critique de la race, qui est au contraire très actuelle, des accents qui évoquent un petit peu les débats wokistes aux États-Unis. C'est très intéressant. Et sa base reste ce qu'elle a toujours été, mais elle est très nettement composée de 3 tiers. Il y a les jeunes, puisque les sondages lui sont très favorables parmi les jeunes. Il y a beaucoup d'immigrés, ce qui lui permet de développer une tonalité très musulmane. Le drapeau palestinien, par exemple, est devenu dans le décorum des réunions de Mélenchon quelque chose qui est toujours là et toujours en valeur. Et puis les résidents de logements sociaux ou des acteurs de l'action sociale. Mais à côté de ça, il y a quelques innovations tout de même. D'abord, il est le seul à gauche à faire campagne. Et rien que ça, c'est une innovation, parce que ça le prive d'adversaires, en même temps qu'il peut, bien entendu, dire tout le mal qu'il pense du Parti socialiste ou des écologistes. La cible est un peu mouvante. Et il profite des embarras des autres, mais peut-être pas autant qu'il aimerait le faire. Et puis il y a le narratif de la Nouvelle-France. Ça, c'est nouveau. Il a construit un nouveau narratif, une formule nouvelle. Les cibles de ce discours, on le voit très bien, sont justement les femmes, les jeunes, bien entendu, et les immigrés, et singulièrement les musulmans, puisqu'il revient beaucoup sur Gaza, sur la Palestine, sur les problèmes difficiles du Proche-Orient. Et il part clairement à la pêche. Alors il revendique, et il a de nouveaux mots-clés. La créolisation, par exemple, c'est un vocable assez nouveau sur le thème du métissage, la nouvelle condition féminine dont il parle beaucoup et qu'il met beaucoup en avant pour racoler du côté des femmes, la nouvelle classe ouvrière, autre notion qu'il met en avant sans vraiment la développer, et à juste titre la précarisation accrue des jeunes, ce qui est également un de ses thèmes. Mais je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques instants, je trouve qu'il y a là-dedans, dans son souci des minorités, par exemple, de la mise en valeur des minorités ou de problèmes très particuliers, dans la façon dont il promeut le multiculturalisme, il y a des accents un peu wokistes qui viennent manifestement du continent américain. Et puis l'autre innovation, c'est le ton, parce que lui qui a toujours aimé les éclats, qui adore bien entendu les imprécations ou déclarer « je suis la République », il adopte au début de cette campagne un ton plutôt apaisé et plutôt rassembleur. Ça c'est nouveau. Il n'y a pas encore le moindre dérapage, il n'y a pas non plus d'énormité, il n'en a proféré encore aucune. Ça viendra sans doute, parce que la campagne va être longue. Il faut qu'il tienne, ayant démarré si tôt, il faut qu'il tienne encore 12 mois facilement. Donc nous verrons. Mais pour l'instant, il y a une volonté d'être plus lisse. Il y a moins de références également à tous ces maîtres à penser de gauche. Je n'ai pas entendu à Saint-Denis l'éloge, vous parliez du bolivarisme tout à l'heure, le bolivarisme en France laisse rêveur, mais il n'y a pas d'éloge de Fidel Castro ou de M. Maduro ou de M. Chavez. Ça manque un petit peu, ça va venir. Par contre, l'ouverture sur l'islam, je trouve, est très, très, très résolue, très appuyée.
avec la starisation de Rima Hassan, l'apparition du drapeau palestinien, les références constantes à Gaza, on est en plein dedans. Alors cela dit, les obstacles à son succès sont bien connus et sont toujours les mêmes. Je les mentionne rapidement, nous aurons le temps peut-être de les développer. Le premier obstacle, c'est qu'il se place délibérément, et ça c'est un choix stratégique, dans l'optique du second tour. Et il se pose en opposant résolu du Rassemblement national et en interlocuteur nécessaire des leaders du Front national. Il rêve d'un débat avec Marine Le Pen ou avec Bardella. Il compte beaucoup sur ses qualités de tribun, sur sa culture. Mais ce sera difficile quand même. On n'en est pas encore là. Il y a un premier tour avant. Donc ça, c'est une stratégie difficile peut-être à soutenir. Le second obstacle et la faiblesse, c'est le programme économique. J'ai à peine besoin de le dire. Le programme économique de LFI est véritablement indigent, avec toutes les recettes qu'il faut pour ruiner un pays en 3 à 6 mois, pas beaucoup plus, ne sera nécessaire avec la retraite à 60 ans, le SMIC augmenté de 15%, une fiscalité très très dure, des libertés prises avec les contraintes européennes. Ce sera très très vite fait. Donc ça, c'est quand même une très très grande faiblesse. Et puis la troisième faiblesse, c'est la difficulté qu'il aura à rassembler au-delà de sa base. Il a une base très solide, elle est estimée par certains à 9-10% peut-être de l'électorat. Il est plus haut déjà dans les sondages, mais pour obtenir un pourcentage qui lui permettrait de figurer au second tour et d'être un candidat crédible, il lui faut rassembler, il lui faut fédérer, il lui faut séduire et attirer, et tous les sondages, avec un bel ensemble, tous le donnent battu à plate couture au second tour par le représentant du Rassemblement national. Donc il y a quand même un problème de crédibilité qui est au centre, je pense, de la candidature et de la campagne de Mélenchon. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon personnifie une idée que j'ai depuis longtemps, qui est que plutôt que d'envoyer vos enfants faire une grande école de commerce qui coûte très cher, qui demande avant de faire des préparations, etc., faites-en des trotskistes. C'est la meilleure école de commerce, c'est le trotskisme. Le trotskisme, normalement, on devrait même dire, pour être clair, le trotskisme à but lucratif. Quoi qu'il en soit, passons au deuxième sujet que nous avons retenu, celui du Forum de Saint-Pétersbourg et de la question qui se pose de l'isolement de la Russie. Le 3 juin, à l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine, des drones ukrainiens ont frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les quelques 200 invités de 130 pays ont été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan. L'ancien colonel du SVR, c'est-à-dire les services de renseignement extérieur, Andrei Bezrukov, a vu dans cette attaque un motif de poursuite de l'affrontement. Selon lui, la Russie restera en état de guerre et nous devons apprendre à vivre avec pour au moins 2 décennies. Et selon lui, la Russie restera en état de guerre et nous devons apprendre à vivre avec pour au moins 2 décennies, et cela va façonner 2 générations. Le rendez-vous pétersbourgeois, lancé en 1997 et devenu international en 2007, considéré autrefois comme le Davos russe, il a changé de visage depuis l'invasion de l'Ukraine, et cette édition a donné la place d'honneur aux Chinois et aux Saoudiens. Il a reçu une délégation économique nord-coréenne, des représentants talibans et quelques figures occidentales. La présence pour la première fois depuis 2022 d'une délégation allemande et d'élus du parti d'extrême droite de l'AfD a été remarquée. Plus de 4 ans après le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie fait face à de multiples sanctions occidentales, à une inflation élevée, à des coûts d'emprunt prohibitifs et à des pénuries de main-d'œuvre qui placent son économie dans une situation délicate. Alors que la situation sur le front est proche de l'impasse, l'Ukraine multiplie les frappes sur les dépôts, les raffineries de pétrole et les éléodiques russes pour priver Moscou de l'une de ses principales sources de revenus. Le PIB russe s'est contracté de 0,2% au cours des 3 premiers mois de l'année, selon les statistiques officielles. C'est la première baisse trimestrielle en 3 ans. L'État a affiché un déficit budgétaire de 80 milliards de dollars au cours des 4 premiers mois de 2026, soit l'équivalent de 2,5% du PIB annuel et davantage que ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année.
Toutefois, la Russie dispose de certains atouts. C'est l'un des pays développés les moins endettés au monde, environ 16% de son PIB, et elle dispose d'un fonds souverain d'environ 156 milliards d'euros. Ses exportations d'hydrocarbures connaissent une hausse conséquente depuis le début de la guerre qui a bouleversé les marchés énergétiques. Ces exportations d'hydrocarbures connaissent une hausse conséquente depuis le début de la guerre au Moyen-Orient qui a bouleversé les marchés énergétiques. Affecté par une popularité en berne et des pertes lourdes sur le front, Vladimir Poutine a minimisé le 5 juin les difficultés économiques auxquelles fait face son pays, préférant vanter sa souveraineté et ses partenariats avec les pays du Sud. Il a rejeté l'idée d'une rencontre en tête-à-tête proposée la veille par son homologue ukrainien dans une lettre ouverte, tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin aux opérations spéciales en Ukraine. Le forum de Saint-Pétersbourg s'est terminé le 6 juin comme il avait commencé, sous une salve d'attaques de drones ukrainiens. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Oui, c'est les grandes manifestations de M. Poutine cette année sont décidément difficiles à organiser avec succès et avec le même profil élevé que d'habitude. La célébration, par exemple, de la victoire du 9 mai l'avait amplement démontré. C'était quelque chose de réduit parce que on craignait une attaque de drones ukrainiens. Elle n'a pas eu lieu. Mais elle a eu lieu sur le forum de Saint-Pétersbourg, avec éclat, au début, à la fin, et le fait que les visiteurs soient tous sortis de l'aéroport et arrivés devant toutes les photos le montrent, devant un rideau de fumée noire dû au bombardement conduit avec succès par les Ukrainiens sur Kronstadt, la base militaire de Kronstadt, et sur un complexe pétrochimique. Tout ceci montre bien qu'on est dans un contexte très très particulier, dans lequel il est difficile pour Poutine de briller. Le contexte de la guerre d'Ukraine était donc très en évidence. Ces attaques de drones sont quand même un pied de nez gigantesque à M. Poutine, et les précautions de sécurité russes sont considérables et frappent bien entendu tous les observateurs, y compris les précautions autour de M. Poutine lui-même, qui donne l'impression de craindre une tentative d'élimination directe à l'iranienne, si j'allais dire. Bon, alors l'impression générale de tout ça est évidemment très très négative, parce que le contexte est négatif. On voit bien que la guerre est enlisée, elle est dans sa 5e année, elle ne progresse pas, elle régresse même sur certains points. Les pertes russes sont absolument astronomiques et considérables, ce qui est malheureusement dans la continuité de l'histoire russe. L'obstination de M. Poutine est démontrée à chaque occasion, et la résilience de l'Ukraine, malgré ses faiblesses, est quand même très très frappante. Mais la capacité de l'Ukraine depuis quelques mois seulement, depuis quelques semaines même, à faire des attaques en profondeur sur des objectifs économiques russes, très très loin de la ligne de front, est quand même très frappant et donne une impression, bien entendu, Alors certains parlent de basculement de la guerre, je pense que c'est excessif, mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun progrès russe véritablement dans la conduite de la guerre, et il y a au contraire une résilience ukrainienne qui est très en valeur. Alors ça, c'est un élément déjà très négatif. Mais le second, qui n'est pas très favorable en cette période de forum économique, c'est la dégradation de la situation économique de la Russie. Elle n'est pas aussi dégradée que le souhaiteraient les Ukrainiens et les Occidentaux, mais elle n'est pas niable quand même. Il y a une stagnation économique, il y a un déficit budgétaire qui est clairement en augmentation et qui a augmenté au cours des 4 premiers mois de l'année, d'ailleurs 2026. Il y a par contre une croissance qui est en berne et qui est en baisse, une inflation de 6 à 7% qui n'est pas négligeable, les coûts d'emprunt, vous l'avez dit Philippe, et la pénurie de main-d'œuvre. Vraiment, cette économie n'est pas brillante. Et ce qui est très frappant, c'est que le tissu de petites et moyennes entreprises qui est assez vivant en Russie a beaucoup de mal à se financer parce que le marché des capitaux est atone et que le rythme des investissements est faible. La perte du marché européen, finalement, à l'usage, pénalise lourdement la Russie.
Quant à l'isolement de la Russie, il est également très, très visible. Bien sûr, la Russie s'appuie sur la Chine, etc. Mais au forum de cette année, alors que d'habitude il y a des chefs d'État étrangers, beaucoup de délégations étrangères, on trouve péniblement le président de l'Ouzbékistan et celui de la Tanzanie, il n'y en a pas d'autres, et on trouve aussi des délégations étrangères, je dirais un peu exotiques. On trouve une délégation de l'AfD allemande, bien entendu, qui est le parti pro-russe, comme la plupart des partis d'extrême droite en Europe, malheureusement, et on trouve une petite délégation américaine qui est vraiment là pour faire de la figuration et dans lesquelles l'une des vedettes est effectivement le promoteur de la salle de bal de la Maison-Blanche. Donc tout ça n'est quand même pas brillantissime. Alors, on pourrait en tirer des conclusions très très négatives en disant tout va mal en Russie pour la Russie. Je crois qu'il faut se garder de cette espèce de triomphalisme et qu'il ne faut pas surestimer l'échec relatif de Poutine dans tout cela. D'abord parce que Poutine ne change pas de cap. Il est obstiné, il continue à mener sa guerre, et quand effectivement des porte-paroles russes parlent de 2 générations installées dans la guerre, ils n'ont pas tort, parce que Poutine lui-même est un personnage qui s'est identifié à la guerre. Il ne peut vraiment gouverner la Russie comme il l'entend que s'il entraîne celle-ci dans une guerre ou dans un conflit. C'est grâce aux guerres de Tchétchénie qu'il a réussi à prendre le pouvoir. Ensuite, il a fait la guerre en Géorgie, il fait la guerre en Ukraine, il menace sans arrêt tout le monde, c'est-à-dire toutes les anciennes républiques soviétiques, finalement, la Moldavie, l'Arménie. Donc le langage n'a pas changé. Et il continue de déclarer, comme il l'a fait à Saint-Pétersbourg, que cette guerre s'arrêtera quand la Russie aura atteint ses objectifs. Point final. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, il a aussi quelques solides atouts économiques, parce qu'on met en avant tout ce qui est négatif et que je viens de mentionner. Mais par contre, c'est vrai que le pays est très peu endetté à l'extérieur. 15% du PIB, ça nous fait rêver quand même. Le fonds souverain dont vous avez parlé, et puis les exportations d'hydrocarbures, qui restent évidemment la force principale de l'économie russe et qui sont servies par les malheurs de l'Iran et par la situation actuelle dans le Golfe et dans le détroit d'Ormuz. Il a des alliances très solides. Vous avez suivi son voyage à Pékin, par exemple, qui, sur les pas de Trump était à peine parti, que Poutine était déjà là auprès de son ami indéfectible, M. Xi Jinping, et le fait que la Russie, finalement, ait l'air de se complaire dans une position de vassal, ou disons plus modérément de junior partner de la Chine, ne dérange pas M. Poutine. Et pour ma part, c'est un sujet d'étonnement constant de voir qu'il n'y a pas tel ou tel Russe qui commence à s'en offusquer ou à s'en indigner, parce que pendant des décennies, ça a quand même été une grande inquiétude de l'élite russe. La Corée du Nord, l'Iran, il y a des amis de la Russie. Et il y a les BRICS sur lesquels il a l'air de compter et dans lesquels, que ce soit Lula ou M. Modi en Inde, il y a des leaders qui sont finalement assez favorables à M. Poutine. Donc il n'est pas si isolé que cela, même s'il n'arrive pas à en faire étalage. Et puis il y a surtout, ce qui le couronne, la passivité et la soumission du peuple russe, qui a évidemment toutes sortes de raisons de craindre des mesures coercitives, mais à part quelques très timides remous que l'on entend de temps en temps, largement d'ailleurs dans la bouche des migrés, il n'y a pas beaucoup de voix pour se plaindre de la situation. Alors au fond, Poutine continue de diriger une puissance qui a été une grande puissance, qui est affaiblie aujourd'hui et ensablée, si j'ose dire, dans une guerre dont il n'arrive pas à sortir, mais qui reste une démocrature tempérée par l'assassinat que l'on pratique couramment et qui, pour l'instant, n'est pas en danger. Marc-Olivier Padis. La présentation de François Bujon de l'Étang sur les atouts russes, finalement, ce que vous avez montré, François, c'est que ça se retourne aussi. C'est-à-dire, il a des alliances solides, mais en réalité, c'est un vassal. Il a une économie où il peut profiter de l'argent des hydrocarbures, mais ça veut dire qu'il est hyper dépendant à cette ressource unique. Et la passivité de la population russe, c'est
plus aussi un handicap qu'un atout, surtout quand on voit la vivacité de la vie civile ukrainienne. Moi, je ferai trois remarques sur cette situation. On est amené à parler assez régulièrement de la Russie et de ce conflit avec l'Ukraine dans une situation un peu immobile. Je pense que ce qui est un peu de nouveau, c'est d'abord que, et ça a été évoqué à plusieurs moments par François Bujon de l'Étang, d'abord la population russe ressent maintenant les effets de la guerre. Elle a vu les panaches de fumée noire à Saint-Pétersbourg, elle est obligée de se réfugier maintenant parfois dans des abris anti-aériens. La consultation d'Internet et d'un certain nombre de réseaux sociaux a été fortement limitée en Russie, ce qui a mécontenté la population. Et puis, la population est confrontée aussi maintenant à des pénuries, pénurie d'essence pour se déplacer, mais aussi pénurie de biens de consommation quotidienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, François, vous avez parlé de la résilience ukrainienne. Je pense que c'est même au-delà. Maintenant, on voit un dynamisme de l'Ukraine, une offensive, une capacité militaire qui se traduit aujourd'hui dans le développement manifeste de capacités industrielles, militaires importantes dans le domaine des drones, que l'Ukraine est allée proposer aux pays du Golfe exposés aux attaques iraniennes, ce qui a beaucoup impressionné les Américains parce qu'eux ne sont pas capables de protéger ces pays comme l'Ukraine aujourd'hui sait le faire. Et un communiqué récent du chancelier allemand, du Premier ministre britannique et du président français souligne le fait que les Européens, maintenant, annonce vouloir apprendre de l'expertise acquise sur le champ de bataille par l'Ukraine et souhaite développer les échanges de coopération industrielle de long terme avec l'Ukraine afin que l'Europe renforce sa propre défense, je cite. C'est-à-dire que l'Ukraine est aujourd'hui vue par ces grandes puissances européennes comme un atout pour la défense européenne et plus comme un pays qu'il faut venir aider en fournissant des armes ou de l'expertise militaire. En réalité, l'expertise militaire aujourd'hui est très largement du côté ukrainien du fait de la participation contrainte de l'Ukraine à la guerre. Et donc ça aussi, c'est un élément tout à fait différent, même si sur le terrain, ça ne se manifeste pas encore complètement, même si la Russie maintenant recule un peu territorialement et est confrontée à une dead zone extrêmement longue et dissuasive que les Ukrainiens ont installée dans la zone de conflit. Ma troisième remarque, c'est sur le fait que je pense que d'un point de vue diplomatique, il y a quelque chose de tout à fait récent qui est le retour des puissances européennes comme intermédiaires crédibles pour développer des négociations sur ce conflit. Trump est accaparé par l'enlisement du conflit avec l'Iran. Il n'a pas démontré dans les années récentes avec ses envoyés spéciaux une capacité à débloquer la situation. Et donc les Européens reprennent l'initiative et pourraient se trouver au centre du jeu diplomatique peut-être dans les prochaines semaines. Il y a eu la semaine dernière un sommet à Londres qui a réuni le président Zelensky, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et le président français, donc pour rappeler la solidarité des Européens avec l'Ukraine, mais aussi pour prendre une initiative diplomatique. Et d'ailleurs, les ambassadeurs de ces pays, sauf l'Ukrainien, ont été reçus à Moscou par le vice-ministre des Affaires étrangères, à qui ils ont transmis le message sur la nécessité d'une négociation et les bons services, j'imagine, des Européens pour servir d'intermédiaire à cette négociation. Parce qu'il faut dire que Vladimir Poutine a refusé immédiatement et même sans discussion la proposition de négociation de Zelensky. Mais en fait, ça montre qu'il est enfermé dans une rhétorique complètement irréelle et dans une vision du conflit complètement détachée des réalités. D'ailleurs, il a l'air de vivre dans une bulle.
au Kremlin, entouré par des courtisans qui ne lui rapportent plus que ce qu'il veut entendre, et donc intoxiqué en quelque sorte lui-même par une propagande absolument grotesque, où maintenant les Russes sont capables d'expliquer que s'ils ont tiré un missile sur leur propre territoire, c'est parce qu'ils veulent examiner très soigneusement les impacts que ce missile peut faire en touchant le sol. Enfin, des choses absolument ahurissantes qui rappellent les plus belles heures du stalinisme. Et donc, la question d'ailleurs qui est posée maintenant un peu en Russie, c'est comment sortir Poutine de sa bulle et le faire revenir dans le réel. Et le jour où la Russie se réveillera de ce cauchemar poutinien, elle se rendra compte que sa démographie est catastrophique, que les jeunes sont partis, que la population n'a plus confiance dans les autorités, que l'économie est dans un état désastreux, et donc il faudra reconstruire complètement ce pays qui tombe dans le fossé véritablement. Mathias Fekl. Je dirais que le sommet de Saint-Pétersbourg, ville natale du président Poutine, signe l'isolement relatif de la Russie. En revanche, montre un affaiblissement significatif et que la conjugaison de ces deux phénomènes pose la question de l'issue. Alors l'isolement relatif, c'est vrai, François Bujon de l'Étang l'a dit avant moi, dans les années 2010, il y avait tous les grands leaders du monde entier étaient là, ou les grands chefs d'État, c'était d'ailleurs le Davos russe. Angela Merkel, Emmanuel Macron, Shinzo Abe, il n'y a plus ça aujourd'hui, mais il y a quand même 130 pays présents et représentés encore cette année au sommet de Saint-Pétersbourg. La Chine et l'Arabie Saoudite sont à l'honneur. Le secrétaire général de l'ONU est présent. Alors après, c'est vrai qu'il y a un attelage un peu, alors je dirais même pas baroque, parce qu'il est très inquiétant en réalité, entre l'extrême droite allemande de l'AfD, Candace Owens, la complotiste américaine à l'origine de l'ignoble et absurde rumeur sur Madame Macron, effectivement le responsable du ballroom, mais alors c'est sans doute pas brillant, mais c'est quand même un proche du président Trump, c'est un des projets phares du président Trump, cette salle de bal. Vous avez le président de la Chambre de commerce américano-russe qui est extrêmement élogieux et a dit que les entreprises américaines ne rencontraient aucun problème dans leur activité en Russie. Et puis vous avez une délégation d'entreprises allemandes. L'Allemagne, c'est plus de 100 milliards d'euros d'investissement en Russie et à l'évidence, les entreprises souhaitent les protéger. Donc, c'est pas non plus rien. Et le jour où ça reprendra, vous aurez quand même un certain nombre de pays qui auront gardé ou pris des positions. Donc l'isolement est évident, il y a des sanctions massives contre la Russie, mais il n'est pas absolu. Et je pense qu'il faut bien garder ça en tête. L'affaiblissement, lui, est significatif. Rien ne se passe comme prévu. L'invasion de l'Ukraine devait être une promenade de santé qui, en quelques jours, en quelques semaines, donne les résultats escomptés. Ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui plus de 35 000 morts par mois du côté russe à cause de la guerre en Ukraine. Donc c'est plus que ce que la Russie peut recruter. Ce qui posera, au-delà de l'exaspération de la société russe, avec les effets de la guerre que Marc-Olivier a évoqués, avec les coupures d'Internet, enfin toute une série de choses qui dans la vie concrète ont un impact, se posera la question peut-être d'une mobilisation partielle ou totale. Et puis il y a l'impact sur l'économie. J'ai parlé des sanctions. La manne pétrolière reste présente, mais l'Ukraine frappe maintenant de manière très ciblée les capacités d'exportation pétrolières russes. J'ai lu un chiffre disant que les 2/5 de ces capacités d'exportation étaient aujourd'hui atteintes. Je ne sais pas s'il est vérifié ou pas. La croissance a été revue à la baisse. Bon, donc il y a quand même un certain nombre de signaux qui sont très préoccupants pour la Russie. Donc comment on sort de ça ? Il me semble, alors on n'a plus tellement de kremlinologues aujourd'hui qui sont en mesure de décrypter les différentes tendances parce que l'opacité est forte, que le Kremlin s'est encore plus replié qu'à la grande époque. Mais au forum s'expriment deux tendances sur la poursuite de cette guerre ou au contraire une fin prochaine. Vous avez la ligne dure qui s'est exprimée notamment à travers l'oligarque Maloveev, à travers l'ex-espion Andrei Bezrukov ou l'idéologue d'extrême droite Dugin, qui eux pensent que cette guerre peut durer 2 décennies
et qu'il faut l'assumer comme ça, que ça marquera des générations entières de Russes et qu'il ne faut pas exclure le recours à l'arme nucléaire pour effarer le monde entier. Excusez du peu. Et puis vous avez de l'autre côté une tendance qui va plus à l'apaisement, et le président de la Banque de développement russe notamment l'a exprimé, en soulignant l'impact sur l'économie russe et en craignant un retour au dirigisme, au préjudice du développement économique de la Russie. Donc il y a des débats maintenant qui s'ouvrent autour de Poutine, qui à l'évidence n'est pas en mesure d'obtenir ses buts de guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de discussion côté russe. Le président ukrainien a fait une nouvelle proposition de discussion, mais il n'y a aucune volonté, ni territoriale, ni sur la question des échanges de prisonniers, ni sur la question des enfants qui ont été massivement enlevés d'Ukraine vers la Russie. Donc ce sont des évolutions tout à fait déchirantes sur lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de réponse. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant un film qui est L'Abandon, film de Vincent Garinck, qui retrace les 11 jours qui ont précédé l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. C'est à partir d'un livre qui avait déjà opéré ce travail. Je pense qu'il faut d'abord souligner la parfaite sobriété. Personne ne cherche à vous faire sortir vos mouchoirs. Pourtant, je pense qu'ils sortent à plusieurs reprises dans ce film. C'est un exposé des faits qui est joué par tous les acteurs d'une manière tout à fait remarquable. On a parlé à juste titre d'Antoine Reinhardt et d'Emmanuel Berco qui jouent les deux rôles principaux, celui de Samuel Paty et celui de la principale. Mais si on pense à la jeune fille qui joue cette mythomane, enfin c'est celle qui a déclenché les choses en racontant qu'elle était là et que Samuel Paty avait insulté les musulmans, elle s'appelle Emma Boumali. Elle est absolument remarquable. Elle est si remarquable que je crains qu'il lui arrive ce qui était arrivé à Pierre Dux, quand Pierre Dux avait, dans Z, joué le rôle du directeur de la gendarmerie, et pendant tout le reste de sa carrière, Pierre Dux passait pour fasciste parce qu'il avait joué ce directeur fasciste de la gendarmerie sous le régime des colonels. Pierre Dux avait été résistant dans les premières années de la guerre. Il était un gaulliste, mais il y a un moment où il y a une capacité du public à identifier un acteur à son rôle qui peut être inquiétant. Mais je voudrais juste sur ce excellent récit, magnifiquement conduit et interprété, faire une critique, c'est une critique sur le titre. L'abandon, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas ce que montre le film. Le film ne montre pas des institutions qui ont dit « non, on n'est pas là, ça nous intéresse pas, on n'est pas au courant ». Toutes les institutions amorcent quelque chose. Sauf que entre la bureaucratie, entre l'absence d'effectifs, entre le fait qu'on ne sait pas très bien qui doit piloter l'intervention générale, etc., il ne se passe à peu près rien. Et à la fin, il arrive ce qui doit arriver. Je ne voudrais pas faire un rapprochement avec l'affaire de Liana, dont il est beaucoup question en ce moment, mais il me semble qu'il s'impose tout seul. Et donc, c'est pas l'abandon qui aurait dû être le titre de ce film, si je puis me permettre. Évidemment, c'est moins attirant pour le public, mais c'est le non-fonctionnement, le dysfonctionnement, appelez ça comme vous voulez, mais il y a des abonnés au numéro qu'on demande, sauf que ces abonnés, encore une fois, ne sont pas en état, sont paralysés par leur propre bureaucratie et par tous les éléments que je viens de dire. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander pour ma part une série qui est encore disponible sur Arte, qu'on peut voir en rediffusion, en 6 épisodes, qui s'appelle Etty, qui est les dernières années de la vie de Etty Hillesum, une écrivain néerlandaise dont le journal intime tenu pendant les années de guerre 41-43 n'a été publié d'abord dans une version expurgée que dans les années 80 puis 2000 et qu'on peut trouver aujourd'hui en français aux éditions du Seuil. Et donc cette jeune femme qui rêvait d'être un des plus grands écrivains de langue néerlandaise a vécu pendant la guerre l'occupation nazie. Elle a à l'époque entre 27 et 29 ans, en 41-43. Elle est encore étudiante, elle suit une thérapie avec un psychanalyste un peu non-conformiste jungien qui a fui Berlin. Elle est sujette à des épisodes de dépression et elle subit aussi la persécution du nazisme.
Et élevée dans une famille juive sécularisée, elle se rapproche peu à peu du christianisme et connaît une évolution spirituelle de plus en plus mystique. Tout ça est assez difficile à rendre compte, enfin à présenter sous forme d'un téléfilm, puisque c'est un journal intime, c'est un parcours vers le mysticisme, c'est la guerre. Et le film a l'intelligence de ne pas vouloir faire une adaptation historique, mais de présenter les Pays-Bas, et en particulier Amsterdam, dans son décor contemporain, avec les costumes d'aujourd'hui, les figurants contemporains, ce qui donne un effet tout à fait saisissant d'actualité au moment où des régimes autoritaires reviennent en force un peu partout dans le monde. Et ce qu'il y a de plus glaçant dans la mise en scène, c'est la normalité de la persécution qu'on voit. Comme le dit une fonctionnaire néerlandaise avec un joli sourire à Haïti au moment où elle rejoint le camp d'internement de Westerbork, tout est en ordre. Mathias Fekl. Dans le contexte de la tragique affaire Liana que Philippe évoquait et qui nous bouleverse tous, je voudrais évoquer le très beau livre de Pierre Vesperini qui s'appelle « Pour les enfants, éduquer dans la dignité ». Éduquer à la liberté, aux éditions Les Belles Lettres. C'est un livre qui part du constat des nombreuses défaillances dans notre pays sur la manière dont nous éduquons les enfants, avec trop souvent de la brutalité ou même de la maltraitance et de la violence, et qui plonge à la fois dans la littérature scientifique la plus récente et les grandes réflexions de l'Antiquité, et de la littérature pour essayer de dégager un programme d'action de ce à quoi pourrait ressembler une éducation démocratique et humaniste. C'est un très beau livre dont je conseille la lecture. François Bujon de l'Étang. Je réalise, mon cher Philippe, que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de jazz à ce micro. Et nos auditeurs sont l'impression de manquer, sinon à mes devoirs, du moins à mes goûts. Et je prends donc prétexte, si j'ose dire, de la mort de Sonny Rollins pour lui rendre un hommage. Sonny Rollins est mort il y a 2 semaines à peu près, à l'âge très respectable de 96 ans. Il était retiré et ne se produisait plus en public. Je l'ai entendu pour la dernière fois à Paris, d'ailleurs à l'Olympia, probablement en 2010 ou 2011. Il s'est retiré définitivement en 2012. C'était un personnage extrêmement original et très respectable à maints égards. C'était un homme réfléchi, c'était un homme cultivé. Il a marqué à plusieurs reprises des pauses dans sa carrière, se retirant pendant 2 ans, quelquefois 3 ans, une autre fois, de façon à perfectionner son art, à le développer, à réfléchir à la direction qu'il voulait prendre. Il est né en 1930, il était donc trop jeune pour participer à la révolution du bebop en 1944 ou 45, et il a surtout brillé dans le début des années 50, où il a affirmé une voix très très originale, mais il a joué avec tous les grands musiciens de cette époque. Il a enregistré avec Miles Davis, il a joué avec Bud Powell, il a enregistré avec Horace Silver, avec Thelonious Monk, et il a fait partie au début du quintet célèbre de Clifford Brown et Max Roach. Et puis il a développé une voix qui lui est tout à fait personnelle entre le free jazz et le hard bop. Il a énormément enregistré sur Prestige, Blue Note, Riverside ou RCA Victor. Et je recommande très vivement qu'on l'écoute dans le quartet de Thelonious Monk, par exemple, et dans un magnifique album qui s'appelle Brilliant Corners, où il est tout à fait en valeur, enregistré en 1956. Et en 1956 aussi, il a enregistré ce qui est probablement le plus beau de ses disques, et que je recommande vivement à ceux de nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore, un album qui s'appelle, à juste titre, Saxophone Colossus, et dans lequel on entend notamment des échos de son héritage caraïbe, puisque sa mère était née à Saint-Thomas et son père à Sainte-Croix, et qu'il y a souvent des influences de calypso dans le jazz de ce géant qu'était Sonny Rollins. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui touche à nos plateformes. Merci à Thibaut Delage qui a enregistré cette conversation pour le studio
l'arrière-boutique, et merci à Julien Neuville qui produit cette émission. Avec Nouvelles Écoutes, rendez-vous mercredi donc pour la première des 3 conversations sur les passages couverts parisiens avec Patrice de Montcamp, puis rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.